Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo du Ready to be Invested Programme. Alors à qui s'adresse ce cours? Il s'agit d'un ensemble de vidéos que nous avons conçues à destination des entrepreneurs de la nouvelle économie, des startups, des créateurs d'applications, des gens qui révolutionnent l'économie de demain. Alors l'idée, c'est que vous avez un projet, vous avez un début de traction, le projet commence à fonctionner, et à un moment donné, il peut être utile de chercher du financement. Vous devez faire ce qu'on appelle monter un dossier de financement, et monter un dossier de financement, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, les prérequis pour cet ensemble de vidéos, qui sont combinés en fait également avec des workshops qu'on peut suivre en vrai chez Lean Square à Liège, mais les vidéos sont évidemment autosuffisantes d'une certaine façon, c'est d'avoir un projet, d'être en recherche de financement ou de cofinancement, d'être prêt quelque part à se faire challenger et surtout à mettre l'énergie nécessaire pour écrire son business plan. Je pense qu'au minimum, il faut pouvoir pitcher son projet. On dispose notamment d'une plateforme qui s'appelle perfectpitch.be sur laquelle je vous invite à venir éventuellement déposer votre projet pour le faire challenger. Perfect Pitch permet d'obtenir du feedback à la fois de ses pairs mais également de professionnels. Et pour ceux qui nous rejoindraient dans les workshops physiques, il y a un concept qui s'appelle la tribu Lean Square, qui est un programme d'accélération à Liège et pour lequel évidemment on vous demande de bien vouloir signer les conventions ad hoc liées au démarrage. Je m'appelle Ben Picard, je travaille depuis une vingtaine d'années, principalement dans le secteur IT, je suis économiste, et je vous parle aujourd'hui dans ces vidéos dans le contexte de Lean Square, qui est donc un accélérateur, un investisseur de start-up dans la région liégeoise. Vous pouvez trouver, si votre programme est plus débutant également, des informations similaires à celle-ci, mais plus dans la logique que je construis mon projet plutôt que je ne le finance, sur un MOOC qui est disponible sur Udemy et qui s'appelle Mon projet de start-up tient-il la route? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, ben@pi4mgt.be ou ben@leansquare.be. Voilà. L'ensemble des vidéos ici sont disponibles en Creative Commons. On pouvait les utiliser, les partager, les réutiliser, mais elles sont disponibles gratuitement et ne peuvent pas faire l'objet, disons, de dérivation. Vous devez nous citer, ça c'est l'idée, pas commercial, non dérivé et idéalement dans un usage à l'identique. Alors, comme je disais, ces vidéos sont combinées à un workshop, un ensemble de workshops dans lequel on vous aide à écrire votre dossier. Si vous souhaitez participer à ces workshops, n'hésitez pas, www.leansquare.be. Quel est notre programme? On a constaté évidemment au cours de la rencontre de nombreuses startups, j'accompagne les startups depuis 2008, qu'écrire un programme de rechercher du financement, écrire un programme, un projet de recherche de financement, ça nécessite à la fois d'abord une bonne écriture de dossier, il faut évidemment parler le langage de l'investisseur, mais au-delà de ça, avoir soi-même évidemment un projet qui tient la route, un projet qui est consistant. Le Ready to be Invested programme va donc s'articuler autour de 10 thèmes, essentiellement 9 vidéos et pour ceux qui viennent physiquement une finale, avec, je dirais, 4-5 thèmes autour d'outils pour vous aider à effectivement checker, contrôler pour vous-même, hein, c'est une espèce d'acid test, de banc d'essai que votre projet tient la route, et puis un ensemble d'éléments autour plus spécifiquement de l'écriture du plan d'affaires et d'arriver à convaincre des investisseurs, disons, du bien fondé du financement de votre projet. Alors, cette première vidéo est l'introduction à la méthode, en quelque sorte, qui est une méthode qui, c'est pas une science exacte évidemment, hein, qui est un petit peu la synthèse des meilleures pratiques qu'on a pu observer, mettre en place, suivre, accompagner depuis 8 ans maintenant, en tout cas depuis 2008. Hein. Et je vais donc replacer le contexte, donner quelques références. Le cœur de la proposition tourne autour d'une étude qui s'appelle Startup Genome, et puis fournir quelques principes directeurs, un petit peu, c'est un peu bordel, ces principes directeurs, la manière dont je vais vous présenter, pour, lors des vidéos suivantes, effectivement, aborder de manière structurée les différents sujets. Voilà. Alors, le contexte dans lequel on se place, c'est évidemment le contexte de qu'est-ce que c'est une start-up. Je
je vous invite à mettre une pause dans cette vidéo et à faire quelques tests. Hein. Qu'est-ce que c'est une start-up? Je vous invite à y réfléchir. Et il y a pas mal de mythes. Hein. Je dois ce slide à mon ami Roald Siberat, hein, qui disait une start-up, c'est... le mythe numéro un, c'est qu'une start-up, c'est comme une grande compagnie, mais en petit. En fait, lorsque je suis sorti des études HEC à Liège en 1992, c'était plus ou moins ce qui était communément admis. Depuis 20 ans maintenant, enfin 24 tout doucement, on se rend compte qu'il y a pas mal d'études académiques autour de l'entrepreneuriat, des startups qui se créent, qui sont en place, et on se rend compte qu'il n'y a rien de plus faux. Une startup, c'est un autre animal. Typiquement, l'entreprise classique gère des problèmes connus. Le starter est quelqu'un qui démarre une activité qui existe déjà, mais typiquement la start-up, c'est du moins la définition qu'on va adopter ici, aborde un nouveau business, aborde des problèmes inconnus. Et donc les sciences du management, hein, je sais qu'il y a une contradiction, puisque ce n'est pas véritablement des sciences, mais en tout cas, les études académiques en matière de management ont apporté récemment toute une série de regards très intéressants qui, bien sûr, ne garantissent pas le succès de l'entrepreneur et de la start-up, mais qui sont quand même des éléments intéressants à regarder, à étudier et à voir dans quelle mesure vous pouvez utiliser ces nouvelles tendances dans le développement de votre plan d'affaires. Il y a donc très clairement une série de bonnes questions qu'il est utile de se poser lorsqu'on démarre un projet d'entreprise. Ces bonnes questions rassurent également l'investisseur à qui vous présentez votre dossier. Le but n'est pas de rassurer l'investisseur, ça c'est pas évidemment l'objectif en soi. Le but c'est d'avoir un dossier que vous pourrez mener à bien. La plupart des investisseurs cherchant évidemment d'abord à investir dans des projets qui vont fonctionner, et tout ce qui démontre tant en termes de communication, mais surtout concrètement que le projet va fonctionner, est évidemment une contribution très positive au dossier. La définition qu'aujourd'hui, moi, je préfère autour d'un projet de start-up, c'est la définition de Steve Blank, je vais en parler dans 2 secondes, qui dit « Une start-up, c'est une organisation temporaire, donc on ne doit pas rester une start-up, hein, le but c'est de devenir une entreprise, dont l'objectif est de rechercher un business model, c'est-à-dire une manière de faire de l'argent. L'objectif d'une start-up, c'est de trouver comment elle va gagner de l'argent quand elle sera une entreprise. Et cette technique, cette mécanique par laquelle on gagne de l'argent, on doit pouvoir la reproduire et puis éventuellement la scaler, c'est-à-dire passer à une grande échelle. Typiquement, on va se dire, moi j'ai un business qui tourne autour d'une ville, je trouve comment je gagne de l'argent dans la ville, et puis j'essaye 2 villes, 3 villes, et puis à un moment donné, idéalement je lève des fonds pour passer par exemple sur 200 villes, alors que je l'ai initié dans ma ville, j'ai reproduit sur 3, et à un moment donné je lève des fonds pour 200. Ça nous amène aussi tout doucement à l'idée qu'il y a un moment idéal pour lever de fonds. Très, très tôt, si on lève des fonds trop tôt, typiquement, on finance, je dirais un petit peu la recherche business et développement. C'est souvent une assez mauvaise idée de faire ça parce que d'abord on trouve peu ou pas d'investisseurs intéressés et ceux qu'on peut trouver vont évidemment, en toute logique, demander, c'est de l'argent qui va vous coûter cher puisqu'ils vont être partis très tôt dans le processus. Pour moi, le bon moment pour lever des fonds, c'est un peu plus tard, c'est-à-dire lorsqu'on a un début de traction et que l'on veut accélérer une histoire qui marche. Ça va vraiment être le secret. Si on lève plus tard, c'est évidemment intéressant aussi, mais il ne faut pas non plus lever trop tard, parce qu'en général, le temps joue contre la start-up. Si vous mettez 3 ans à démarrer votre projet, alors que vous auriez pu lever des fonds après 1 an, vous avez probablement perdu 2 ans. Or, on sait que dans beaucoup de projets, des concurrents arrivent et il est important d'occuper le terrain assez rapidement, d'avoir une place. Donc il faut se hâter lentement en matière de start-up, il faut aller suffisamment vite que pour rester concurrentiel et pas trop vite parce qu'alors effectivement on lève trop tôt dans des conditions qui ne sont pas idéales. Alors, quelques bouquins, hein, quelques références, je vais juste les parcourir. Les grands classiques sont évidemment Business Model Generation ou Business Model Canva. Generation, c'est le bouquin, Canva, c'est le schéma qui est proposé, qui est l'excellent livre d'Alex Osterwalder et Yves Pigneur, qui propose un modèle à 9 cases, disons, pour réfléchir sur comment une entreprise crée, capture de la valeur. Donc, on est autour de l'idée de création de valeur. Donc, c'est la réflexion sur la notion de business model. Très galvaudé, hein, on croit souvent qu'on a bien compris, mais il y a
beaucoup de choses très intéressantes dans Business Model Generation. Une variante récente de Business Model Generation, en tout cas de la réflexion sur le business model, c'est l'excellent nouvel ouvrage de Laurence Lehmann-Ortega, Odyssée 3.14, disponible également sur Coursera et qui est produit par HEC Paris. Excellent bouquin qui propose de nombreux business cases, mais également un ensemble de 14 techniques d'innovation que j'évoquerai dans mon chapitre 3, mais je vous invite vraiment à suivre, à acheter le livre d'abord et à le suivre sur Coursera par ailleurs. Évidemment, le livre de Steve Blank, qui pour moi est aujourd'hui la meilleure approche. Donc l'idée, c'est qu'on ne crée pas une start-up. Il existe une méthode, en quelque sorte, non pas pour réussir, mais en tout cas une méthode pour rester dans les clous d'un certain succès. Donc aujourd'hui, on voit bien que d'un point de vue académique, il n'y a pas une technique 1, 2, 3, 4 succès. Mais par contre, un peu comme sur une piste de ski, il y a pas mal de pistes balisées. Et si on veut descendre la montagne, on est plus à l'aise en restant dans la piste qu'en passant n'importe où. Et déjà tenir entre les piquets est déjà une bonne garantie, disons, d'arriver à destination. On peut y arriver plus ou moins vite, ça c'est un autre aspect. Et donc Steve Blank a proposé le Startup Owners Manual, une espèce de guide étape par étape pour construire sa startup. À peu près à la même époque, ils n'étaient au départ pas d'accord, puis finalement ils sont pas mal retrouvés. Le Lean Startup d'Eric Ries, on en reparlera également, qui est vraiment un petit peu la tendance actuelle. Le concept de Lean, c'est quand même l'idée fondamentalement que dans une start-up, on peut mener pas mal d'expériences, hein, puisque le but, c'est de trouver un business model qu'on peut répéter et scaler, c'est la définition de Steve Blank. La méthode sur comment trouver ce business model, ce n'est pas de courir comme une poule sans tête dans toute direction en espérant à un moment donné que ça fonctionne, mais c'est vraiment de se donner finalement une espèce de gouvernance scientifique, hein, tenter des expériences jusqu'à stabiliser son modèle. Et donc, avec la définition de Steve Blank, on a en quelque sorte l'objectif, avec celle d'Eric Ries, on a la méthode, la combinaison des deux, donnant à la fois une succession de photos et un moyen pour passer d'une photo à l'autre. Très intéressant parce qu'il y a beaucoup de projets qui tournent autour des concepts de plateforme, hein, où le nombre d'utilisateurs est clé. C'est le bouquin de Peter Thiel, Zero to One, je reviendrai dessus. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, allez voir celle sur YouTube de Derek Sivers, qui s'appelle Start Now, No Funding Needed. Vous tapez dans YouTube Start Now, No Funding Needed. C'est absolument passionnant et c'est complètement dans l'esprit, en tout cas, de l'approche que je vous propose ici, enfin que nous vous proposons ici, qui consiste essentiellement, effectivement, à se donner des outils, des balises et à avancer de manière, entre guillemets, scientifique ou en tout cas structurée dans le setup et la réalisation à la fois de votre start-up et ce qui en découle à un moment donné du plan d'affaires que vous pouvez proposer à un investisseur. Voilà. Le cœur de notre réflexion. Donc, nous sommes occupés avec des startups depuis, bon, moi j'irais personnellement 2008 en tant que coach, et puis certainement 1992 quand je suis sorti d'HEC en rejoignant des boîtes comme PeopleSoft, Siebel, etc., qui étaient, on ne les appelait pas startups, mais qui avaient toutes les caractéristiques des startups à l'époque. Et la réflexion, lorsqu'en 2008 on s'est mis à accompagner des startups dans une logique de coaching, était de se dire quelle bonne pratique, quel bon conseil peut-on donner à des startups? Y a-t-il des études académiques, y a-t-il des recherches qui nous montrent comment les startups réussissent? Parce que tant qu'à coacher, évidemment, autant mettre les gens sur ce que sont les meilleures pratiques. Alors en fait, on a pas mal cherché là-dessus et aujourd'hui, on trouve pas d'études sur le succès. Par contre, il y a une étude très intéressante qui a été réalisée par Startup Genome qui s'appelait Why Startups Fail. Et donc l'idée, c'est qu'ils ont pris... donc on constate évidemment que de très nombreux projets de start-up échouent. Alors on met la barre de succès ou de l'échec où on veut. Hein. Est-ce que faire $1 million c'est un succès ou est-ce que créer son job c'est un succès? Chacun définira sa propre norme. Moi, ça m'est complètement égal. Par contre, ce qui est important, c'est que quel que soit l'endroit où on met la barre, les mécaniques, les ressorts par lesquels on observe le succès ou l'échec sont identiques. Et donc,
dans l'étude, ils considéraient qu'une start-up sur 12 seulement qu'ils avaient étudiée avait réussi. Ils avaient la chance de disposer de toute une série d'informations sur les start-up et puis d'un indicateur a réussi, n'a pas réussi selon les critères. Il y avait 3200 compagnies et l'idée c'était d'analyser avec de nouvelles mathématiques, des mathématiques non linéaires, on peut mélanger toutes sortes de variables, elles ne doivent pas être indépendantes, etc. Donc c'est absolument passionnant. Ils se sont demandé, y a-t-il en quelque sorte un ADN commun entre toutes ces start-up qui ont réussi ou qui ont échoué? Alors, ils n'ont pas pu trouver de variables explicatives sur les startups qui ont réussi. Par contre, et ça c'est quand même très intéressant, parce que le corollaire de l'échec, ce sera le succès évidemment, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient expliquer un pourcentage très élevé, je ne sais plus, 98, 99%, quelque chose comme ça, des échecs étaient dus à seulement 5 critères. Donc pas le fait d'utiliser telle technologie ou telle autre, d'être dans un coworking, d'avoir tel type d'abonnement téléphonique, etc. Ce n'est pas des critères. Les 5 critères, alors ça a l'air évident, mais ça va être absolument passionnant, sont le produit de la compagnie, les clients, l'équipe, le business model et ce qu'on appelle le funding, c'est-à-dire les moyens dont on dispose ou la manière dont on finance ses besoins. Et l'idée, c'est que ces 5 critères, en fait, on explique 98% de l'échec sur une seule raison, ce qu'ils appellent le premature scaling, c'est-à-dire le dérapage. Soit il y en a une qui part très vite, soit elle ne suit pas les autres, le dérapage d'une ou plusieurs dimensions. Donc je répète, moi plutôt que produit, je préfère parler de pain, donc ce que les gens achètent, le fait d'avoir des clients, le business model, comment on gagne de l'argent, l'équipe, est-ce qu'on a les capacités de mettre en œuvre et les moyens de ses ambitions. Et l'idée, c'est que ces 5 dimensions clés qui constituent véritablement les 5 axes d'équilibre du développement de la start-up, le secret, c'est que tant que la start-up a quelque chose de plus ou moins équilibré, à ce moment-là, elle continue de grandir. Par contre, lorsqu'il y a une des dimensions, passez-moi l'expression, mais qui part en couille, à ce moment-là, on se rend compte que typiquement, la start-up échoue. Qu'est-ce que c'est une des dimensions qui dérape? Eh bien, c'est typiquement, par exemple, à un moment donné, on n'a plus assez de clients par rapport au reste, c'est évident. Ou tout à coup, on a trop de clients. Ou on est une boîte, par exemple, de services, on a une bonne proposition de valeur, un bon produit, on a l'équipe, on gagne de l'argent, on a les moyens de ses ambitions, et tout à coup, on a un très très gros client qui devient tellement exigeant, et puis ce client en plante, que tout à coup, tout son business dérape. Et donc, on voit en fait que tout à coup, lorsqu'une des dimensions devient particulièrement exigeante ou ne suit pas, c'est typiquement le facteur critique de dérapage du projet. J'ai trouvé cette étude extrêmement intéressante parce qu'en fait, si on en prend le corollaire, si on se dit, si je dois coacher une start-up et qu'à tout moment, j'essaye de faire l'équilibre, j'essaye de faire un bilan de la position relative de chacune des dimensions, mon approche lean, c'est-à-dire si je me demande qu'est-ce que je fais la semaine prochaine, j'essaye de réajuster la dimension qui est la plus en retard par rapport aux autres. Ce qui me permet évidemment de grandir de manière harmonieuse et de garantir les meilleures chances de succès de mon projet. Toute notre méthodologie va être basée là-dessus. Toute l'approche qu'on a proposée en termes de coaching est basée là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va également fonctionner lorsqu'on a une gouvernance de sa start-up, c'est-à-dire lorsqu'on ne part pas au hasard, mais qu'on se donne finalement une méthodologie pour réfléchir à comment grandir et faire évoluer sa start-up. Ça a un côté extrêmement intéressant pour l'investisseur. Ce que la plupart des investisseurs recherchent, ce sont non seulement des bonnes idées, mais des bonnes idées qui vont pouvoir être exécutées. Et pour être exécutées, elles doivent évidemment être exécutées par des gens qui ont une approche, qu'on appelle une gouvernance. Et le fait de proposer une gouvernance à un investisseur, ça donne généralement d'excellentes garanties quant au fait que l'investisseur souhaite bosser avec vous. Voilà. Alors, partant de cette excellente étude du Startup Génome, on a dérivé toute une méthodologie, toute une approche qui va nous permettre à la fois d'aider les startups à réfléchir si leur projet tient la route et
dans la foulée évidemment, puisque le projet tient la route, à écrire un bon dossier d'investissement. Ça fait quand même partie de nos hypothèses de travail, c'est-à-dire que pour moi, il est tout à fait cohérent d'écrire un bon dossier de financement à partir du moment où on a un bon projet. Cette méthodologie, cette approche, cet ensemble de vidéos n'a pas pour but de vous aider à écrire un bon dossier à partir d'un mauvais projet. Là où évidemment je n'ai pas de garantie, c'est qu'il n'y a pas d'autre façon d'avoir un bon projet que la méthode proposée ici, mais cette méthode en tout cas fonctionne. Alors, le Startup Génome a eu pas mal de conséquences, notamment sur l'urgence et la façon de développer son projet, notamment par exemple sur les stades successifs de la croissance. Ce qui est très intéressant, c'est que cette étude sort, je ne sais plus, il y a en 2012, 2013, quelque chose comme ça, j'ai un petit trou sur la date, mais il y a 2 ans sort l'excellent bouquin d'Alex Osterwalder, le nouveau Value Proposition Canvas, qui va proposer une approche de croissance multistep dont les étapes vont correspondre à ici. Donc ça veut dire qu'on voit vraiment plusieurs études académiques, Eric Ries ne va pas proposer autre chose, Steve Blank non plus, donc plusieurs auteurs académiques convergent quant au fait qu'il faut, lorsqu'on crée une start-up, faire les bonnes choses dans le bon ordre. On peut faire d'autres choses, il ne porte pas évidemment de jugement de valeur là-dessus, mais tout ce qu'on fait qui n'est pas dans le chemin idéal de la croissance proposée, en gros, c'est ce que moi j'appelle du bois dans le jardin. C'est-à-dire vous vous occupez, vous êtes content, ça vous remonte le moral sans doute, mais ça ne contribue pas à l'avancement effectif de votre projet. Et le risque que vous deviez refaire ce que vous avez fait qui n'est pas dans la méthode est important. Alors en soi, est-ce que c'est grave ou pas? On peut en discuter. Le vrai facteur pour moi de rester focus, qui justifie de rester focus, qui justifie de rester le plus possible dans la méthode, c'est le fait que le temps, en général, joue contre vous. Le temps est un facteur qui tue les startups, puisque, par exemple, des startups dans le secteur IT, ou dans lequel l'IT constitue un élément, ce qu'on appelle l'IT, Enabling Technology, il faut savoir que 50% de la technologie disponible aujourd'hui ne l'était pas il y a 18 mois. Ce qui veut dire que 18 mois, c'est la moitié d'un cycle de vie de toutes les startups technologiques. Il faut quand même être très 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 prudent avec le temps. De là l'importance pour moi de se concentrer sur ce qu'il y a à faire et pas autre chose. Les étapes proposées consistent effectivement à faire une espèce de test sur papier, découvrir, on a une idée, on la valide très rapidement auprès de clients potentiels. On ne développe pas le produit sans avoir discuté avec des clients, par exemple. Et seulement ensuite, on essaye d'être optimal dans l'approche, ce qu'on appelle l'efficiency, pour seulement scaler. On voit que ça correspond exactement à la définition de Steve Blank. Steve Blank dit, vous avez une idée, discovery, vous devez trouver un business model, validation, le répéter, efficiency, et puis seulement le scaler. Donc l'ensemble des auteurs que l'on trouve étudiant le sujet de la croissance des startups convergent en fait dans l'approche et la méthode. Alors, dans l'ensemble des outils que nous allons vous proposer dans ces 9 vidéos, nous avons un certain nombre de principes directeurs. Le principe directeur, c'est un petit peu, je dirais, les lignes de force que nous allons utiliser pour à la fois vous aider à écrire votre plan financier, mais aussi l'attitude générale de l'entrepreneur. Alors, cette partie 4, je dirais, de cette première vidéo est probablement un peu plus mélangée, puisque je vais vous présenter en vrac une série d'idées que, clairement, je vous invite à creuser si elles ne sont pas familières. On mettra pas mal de références en annexe. Forget it. Forget it, c'est l'idée qu'il faut absolument essayer d'avoir une approche open-minded, ne pas hésiter à oublier tout ce que vous connaissez d'avant. Essayez d'avoir une approche curieuse, ouverte, pas mal de choses. Donc le vrai problème, c'est le je croyais que, je pensais que.
La start-up découvre des terra incognita, vous abordez des terres inconnues. Il est donc important de pouvoir le faire avec un esprit ouvert. C'est bien d'accumuler de la connaissance, mais à différents moments, il faut pouvoir abandonner les approches qui ne fonctionnent pas, les idées que vous pensiez être celles qui tournaient, et ne pas hésiter en fait à constamment voir le monde avec des yeux nouveaux. Ma vision d'une start-up, c'est qu'une start-up, c'est 3 énergies et un stress. Les énergies, c'est le cash, il vous faut de l'argent dans une start-up. À un moment donné, vous devez en faire plus. Donc c'est quasiment des écologies. Avant que je connaisse Steve Blank, c'était la définition que je donnais d'une start-up. Je disais une start-up, c'est une course contre la montre à la recherche de 3 écologies qui luttent contre le temps. Et les écologies, c'était l'argent. Il faut arriver en écologie à fabriquer plus, à générer plus de cash que vous n'en dépensez. Alors, vous pouvez être content, si vous êtes à l'équilibre, vous pouvez souhaiter en faire 3 fois plus si c'est votre ambition, mais en tout cas, vous devez en faire plus que vous n'en dépensez. Vous devez avoir plus d'idées que vous n'en perdez, ça c'est absolument fondamental, parce qu'à un moment donné, la compétition, vos compétiteurs vont vous dépasser, et vous devez garder le moral. N'oubliez pas qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est souvent tout seul, même si vous entourez, même si vous connectez, même si vous parlez au monde, vous devez garder l'énergie. Et donc, votre vie de start-up doit vous apporter plus d'énergie qu'elle ne vous en coûte. Et tout ça dans une lutte contre le temps, car le temps, c'est généralement ce qui tue la start-up. Voilà, c'était la minute philosophique. Définition d'Eric Ries, on reviendra dessus, que je vous invite à méditer en quelque sorte en parallèle de celle de Steve Blank. Eric Ries dit une start-up n'existe pas pour faire des choses, ce que dit implicitement Steve Blank, puisque Steve Blank dit la start-up est là pour trouver un business model, donc elle n'est pas là pour faire de l'argent ou servir les clients. Elle n'est pas là, elle est là pour apprendre, nous dit Eric Ries, comment construire un sustainable business model. Donc ils disent la même chose. Steve Blank et Eric Ries disent, lorsqu'on est une start-up, notre objectif, c'est de découvrir comment on va devenir une entreprise, par quelle mécanique on va faire de l'argent. L'apport particulier d'Eric Ries, c'est de dire, ce chemin, il nous fournit une méthode, en quelque sorte, ce que Steve Blank propose aussi dans son bouquin, mais que l'on a davantage retenu de Ries, c'est de dire, cet apprentissage de comment on va devenir un business soutenable, ça peut se faire à travers des expériences qui peuvent presque être validées scientifiquement et qui nous permettent de tester chacun des éléments de notre vision. C'est les concepts de MVP, c'est les concepts de test, c'est les landing pages, enfin bref. Ça va être très 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 intéressant parce qu'évidemment, lorsque vous allez voir un investisseur avec votre dossier, le fait de pouvoir dire, regardez ici, monsieur l'investisseur, madame l'investisseur, il y a un risque dans ce que je vous raconte, il y a quelque chose sur lequel j'ai un doute, je vais faire du coût d'acquisition par Facebook à 30 centimes le client, bon, et tout mon business repose là-dessus, formidable, mais ce que je vous dis, ce n'est pas un truc que j'ai sucé de mon pouce, c'est quelque chose que j'ai essayé et dont j'ai pu prouver que ça tenait la route. J'ai mis 500 € et à 30 centimes le client, j'ai pu trouver, je me prends moi-même dans mon propre piège, 1600 clients nouveaux qui effectivement ont acheté de mon produit de test ou ont cliqué sur le bouton acheter de ma landing page bidon. Voilà. Le fait de faire des expériences sécurise en quelque sorte un tas d'hypothèses de votre business plan. Okay, on n'insistera jamais assez sur l'importance d'une équipe diversifiée. Ça ne sert à rien de constituer une équipe avec des gens que comme vous. Il faut, moi j'aime beaucoup, ces photos sont extraites d'un vieux bouquin de Tom Peters qui s'appelait Chaos Management, c'est vraiment un vieux truc, mais ça reste tout à fait d'actualité. Et j'ai longtemps utilisé le Forget Consensus. If you have 2 people who think the same, fire one of them. Okay, alors, dans notre recherche, dans le fait qu'on va développer un business, je vous invite également, et je reviendrai dessus dans le 4e module, dans cette 4e vidéo, je vous invite à réfléchir également et à vous renseigner sur le concept de courbe d'adoption, qui est une courbe comme celle sur le graphique ici, et le fait que lorsqu'on lance un nouveau produit, lorsqu'on démarre un nouveau service, il y a différents moments. Et un moment très intéressant, donc il y a aussi 4 types de consommateurs, ça s'appelle les early adopters,
les pragmatiques, les hésitants, et puis les totalement contre, hein, la guerre, les sceptiques. Et ce qui est très intéressant, c'est d'identifier, de bien savoir, lorsque vous discutez avec un suspect ou un prospect potentiel, dans quelle catégorie ils tombent, parce que leur comportement est très différent. Je mettrai un gros focus dans la 4e vidéo sur les early adopters, qui sont sans doute une formidable opportunité de mettre au banc d'essai, au test, votre entreprise, votre projet dans son ensemble, en embarquant avec vous des premiers clients. Nous avons une série de vidéos qu'on appelle les masterclass, dans lesquelles vous retrouverez notamment une vidéo de Régis Lemens, qui a un PhD en sales, qui est très original, enfin très intéressant surtout, et il est notamment l'auteur d'un bouquin qui s'appelle From Selling to Co-Creation, qui est absolument passionnant, que je recommande également, et qui tourne beaucoup autour évidemment des early adopters et du fait que les early adopters constituent une formidable opportunité de co-construire, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus vite vers le succès avec votre projet de start-up. Autre chose, et je sais que je mélange un peu ici, mais j'essaye de lancer différentes pistes pour donner l'envie de à la fois participer au workshop, mais surtout bien challenger votre propre projet investisseur. Ceci est le graphique typique du cash flow, je dirais, ou du bénéfice, enfin, c'est deux choses différentes, mais en gros ça suit la même courbe, du cash flow d'un projet de start-up. Voilà, le projet de start-up typique, c'est je perds beaucoup d'argent la première année, monsieur, madame l'investisseur, je suis à peu près à l'équilibre la deuxième, j'en fais plein la troisième, regardez, ça marche, vous pouvez quand même remarquer que le cumulé des 3 premières années est quasi nul, et puis après, le monde fonctionne merveilleusement bien. Ce que l'on ne voit jamais dans un plan d'investissement, et qui, je vous l'assure, donne vraiment beaucoup de poids et beaucoup de crédibilité à votre projet, c'est l'identification des quelques variables, qui sont les plus susceptibles de faire varier votre projet. Alors, je reviendrai là-dessus, mais la plupart des modèles de cash flow sont évidemment construits avec des tableurs, des Excel, des choses comme ça. Si vous mettez les hypothèses en début, si vous dites par exemple, mon client me paye à 30 jours, et que vous mettez ça dans un tableau au départ, si vous construisez bien votre feuille Excel, si vous changez 30 en 35 ou 30 en 25, l'ensemble du graphique devrait changer. Okay? Si vous dites, tout votre tableau est basé sur toute une série d'hypothèses, probablement 40, 50, 100, j'en sais rien, un certain nombre d'hypothèses. Des hypothèses qui sont des hypothèses business, le nombre de jours de paiement client, le nombre de clients qui reviennent l'année suivante, si vous avez des abonnements annuels. Oh, 95% de nos clients de 2016 reviendront en 2017. Ici, tout à coup, il n'y en avait que 60. Ici, tout à coup, vos clients, vous payez en 50 jours plutôt que 40. Ou vous payez en 25. Et si vous payez vous-même vos fournisseurs en 30 jours au lieu d'immédiat, quel serait l'impact sur votre business? Eh bien, moi, une question que je trouve extrêmement intéressante, c'est la sensibilité. C'est deux choses. C'est d'une part, dans les 100 variables qui constituent des hypothèses pour votre business, quelles sont les 3, 4, 5 qui ont le plus d'impact sur votre business? Qu'est-ce qui change fondamentalement le succès ou l'échec de votre business? Vous seriez très étonné de faire cette étude. Alors, si vous faites une what-if analysis, et que vous avez une variable de synthèse qui dit, voilà, moi, mon période payback, c'est, voilà, sur le graphique ici, je ne sais pas moi, 34 mois, et que vous changez une variable, de combien est-ce que ça bouge? Quand je fais varier de 10% positif ou 10% négatif, ou 20% positif, 20% négatif une variable, de combien bouge mon période payback? Et vous allez constater qu'il y a probablement 4-5 variables qui sont fondamentalement structurantes de votre business. La première question que je vous invite à mettre en œuvre, c'est d'identifier les variables principales qui font bouger votre business. C'est clair que dans un business de service, par exemple, je suis prof de yoga, le prix à l'heure, un prof de yoga, essentiellement, c'est des frais fixes. Il me faut X milliers d'euros tous les mois. Eh bien, je couvrirai plus ou moins bien ces frais fixes en fonction du nombre d'heures de yoga que je vais pouvoir donner, donc de cours, et du prix que je demande. Et ce sont ces deux variables-là, ça paraît évident évidemment, dans ce cas-ci, sont ces deux variables-là qui impactent le plus mon business. Le fait que j'ai une Golf ou une Polo,
En leasing, je vais peut-être passer de 680 à 730 euros. Ce n'est pas les 50 euros de différence qui vont transformer mon business. Par contre, le fait de vendre par exemple mes cours sous la forme d'abonnement plutôt que de les vendre à la séance, ça va avoir un impact considérable sur mon business. Première question, êtes-vous capable d'identifier les variables qui ont le plus d'impact sur votre business? Et deuxième question, comment faites-vous en sorte que vous maîtrisiez ces variables et que dans la mise en œuvre de votre business, vous puissiez effectivement être aux commandes et être le pilote de ces variables principales? Ça va complètement transformer le pitch investisseur que vous allez pouvoir mettre en place. Voilà. Cette réflexion sur la structure typique d'un plan d'investissement et surtout la réflexion sur les variables, en plus que les variables, c'est évidemment les variables sont le reflet de la réalité du business, évidemment. Hein. Et donc il y a vraiment ce qu'on peut appeler des KPI, mais à ce moment-ci, ça prend vraiment tout son sens, des Key Performance Indicators sur l'exécution du business qui permettent évidemment de faire en sorte que le beau plan financier que vous avez présenté soit un plan qui effectivement tienne la route ou que vous pouvez influencer négativement si les variables dérapent ou positivement si vous en améliorez l'exécution. Je vous ai déjà touché un mot de Derek Sivers. Derek Sivers, j'ai piqué ces slides de mon ami Benoît Lips, que je salue évidemment au passage. Hein, je lui ai emprunté 5 slides sur un séminaire qu'on avait fait en commun, mais comme ils sont formidables, je me suis permis de le faire. Donc ce qui donne la valeur d'une idée, c'est son exécution. La qualité d'une idée est juste un facteur multiplicatif de son exécution, nous dit Derek Sivers. Alors, Benoît avait trouvé ce formidable exemple de l'Airbus, c'est rigolo. L'Airbus, c'était quoi l'idée? C'est une idée simple, c'est qu'en milieu rural, il n'y a plus beaucoup de coiffeurs, et donc l'idée de l'Airbus, c'était de proposer un salon de coiffure ambulant qui tourne depuis 4 ans dans un petit village de la Haute-Vienne. Alors, Fabienne, hein, qui elle habite en Bretagne, entend parler de l'idée et veut développer la même idée. Que fait Fabienne? Elle achète un vieil autobus à 5 000 euros et comme elle n'a pas son permis, elle commence par passer son permis de poids lourd. Elle emprunte 70 000 euros à la banque pour organiser les transformations. Évidemment, après, elle a un bus magnifique, hein, on voit quelques photos. Et comme nous faisait remarquer Benoît, ça fait quand même plus de 3 ans de coupe à 10 clients par jour uniquement pour couvrir le bus. Hein, donc on peut, en termes de business model, on peut quand même s'interroger, enfin pas tant business model, mais en termes de construction de la start-up, en tout cas, on peut s'interroger sur l'intelligence, la pertinence, enfin l'intelligence ne pose pas bêtise, mais le bien fondé, en tout cas, de l'approche proposée. Et alors évidemment, arrive ce qui doit se passer, hein, après 9 mois et une moyenne de 3 clients par jour, pas du tout 10, le système électrique du bus lâche, 15 000 euros de frais sont à faire, et évidemment la banque qui voit qu'on est à 3 coupes par jour plutôt que 10 ne suit pas, et ce qui doit arriver arrive. Alors, ici, on est dans un formidable exemple où une bonne idée, se dire, tiens, il y a un pain, hein, il y a un problème à résoudre, à savoir qu'il y a un problème de disponibilité de coiffeurs ou de coiffeuses dans les campagnes, ça c'est un vrai pain. L'approche suivie, acheter un bus, l'aménager, passer le permis de conduire, machin, ça, n'est pas une bonne approche. On peut dire que Fabienne est plus amoureuse en quelque sorte de sa solution, conduire un bus, que du problème. C'est véritablement un mal dont souffrent, je pense, pas mal de projets de start-up. Je vous invite juste à réfléchir dans votre propre projet, parce qu'un investisseur aura un regard là-dessus. Ce que je vais essayer dans les vidéos, c'est de vous donner un petit peu des éclairages qui sont à la fois des éclairages de réflexion personnelle, mais également des éclairages sur la manière dont un investisseur peut regarder votre projet. Et c'est très clair que être plus amoureux de sa solution que du problème du client est typiquement un gros défaut de pas mal d'entrepreneurs débutants. La bonne solution consistait simplement à prendre sa petite voiture, à avoir 2 valises avec les outils de base et à passer chez Martine, chez Brigitte, chez Paul, qui mettaient à disposition leur maison, le café du coin, etc. Il n'est pas nécessaire d'acheter un bus. Ce qu'il faut, c'est proposer le service. Ça, c'est une approche lean. Et peut-être que de succès en succès, à un moment donné, l'achat d'un bus aurait été possible. Mais au départ, il faut d'abord valider le besoin et le business que l'on met en place. Okay?
Alors, dans cette logique également, un des grands principes directeurs, c'est le fail forward fast, hein. Donc, c'est pas grave de se planter. Ça, c'est une variation finalement d'Eric Ries, hein. C'est pas grave de se planter, mais ce qui compte, c'est si on se plante, de le faire sous la forme d'expérience, de se planter rapidement, de tirer les apprentissages. Donc, c'est un petit peu l'ancienne formule, hein, c'est Tom Peters en 88, hein, qui nous fait son Eric Ries avant la lettre en quelque sorte, et qui nous propose le forget failure. Voilà. Tant qu'on est dans les vieux auteurs, je reste fan personnellement de Competitive Strategy de Michael Porter, qui dit quand même, qui dit plein de choses intéressantes, hein. Donc dans le genre référence, n'hésitez pas à relire l'excellent Michael Porter. Bon, c'est évidemment écrit à l'époque où le fax constitue un outil de différenciation technologique, donc il faut quand même replacer les choses dans leur contexte, hein. Mais quand même, l'idée de 3 stratégies gagnantes, on est le meilleur, on est le moins cher, on est différent, est très intéressant, et beaucoup de startups doivent surfer sur une offre de propositions différentes. Et ça nous a amené, quelques années plus tard, au fantastique bouquin Stratégie de l'océan bleu, que je vous invite évidemment à regarder. Ça va très clairement, le fait de positionner votre startup dans, non pas par rapport au marché, mais par rapport à un groupe de clients susceptibles d'être intéressés par ce que vous faites, une stratégie d'océan bleu, ça c'est une excellente pratique. Dans le genre, j'ai extrait ces slides de l'excellent cours sur Coursera Odyssée 3.14 que je vous invite à suivre. L'idée en fait de ce qu'on appelle une value curve, c'est-à-dire la comparaison de la manière dont un client perçoit, hein, selon des critères, différentes offres, est un excellent outil. Par exemple, le One Star Hotel, on voit, il y a toute une série de critères, l'esthétique, les facilités de manger, la taille des chambres. Un hôtel 1 étoile ou 2 étoiles, on voit sur tous les critères, ils se différencient, il y en a un qui est un peu meilleur que l'autre, etc. Lorsque Formule 1 est lancé, l'idée, c'était de supprimer complètement. Dans un Formule 1, vous ne pouvez pas manger. Il n'y a pas de réceptionniste, vous passez sur une machine. Par contre, la qualité des lits, l'hygiène, le silence sont des choses sur lesquelles c'est a no surprise experience, hein. Vous êtes certain que ça va bien se passer. Tout le reste est nul, mais ça, au moins, ça fonctionne. Et donc, l'idée du value curve, c'est de dire, si vous venez avec une proposition originale, si vous venez avec un nouveau produit, avec un nouveau service, c'est très intéressant de comparer votre produit et service aux autres, bien comprendre et savoir en quoi vous êtes particulièrement bon, ce que vous éliminez et éventuellement ce que vous ajoutez comme critère. Typiquement, Formule 1 a rajouté une notion de prix et a rajouté un concept de no surprise experience. Je vous invite vraiment à regarder autant la stratégie de l'océan bleu que l'excellent bouquin Odyssée 3.14 ou sa version sur Coursera. Voilà, ceci termine tout doucement la première vidéo, la vidéo introductive. J'ai essentiellement mis en place je dirais les grands principes méthodologiques, donc le cœur des outils, le cœur de nos outils d'accompagnement et de la réflexion sur la qualité de la startup tourne autour effectivement du corollaire du startup génome, des 5 grands critères, tourne autour du fait que le pilotage et la construction d'une startup, c'est quelque chose qu'on va essayer de structurer avec une approche scientifique ou semi-scientifique. On a essayé de rassembler une série d'auteurs, et bien sûr, ça a un gros impact sur la manière dont vous présentez votre dossier d'investissement. Pourquoi? Parce que c'est aussi la façon dont les investisseurs regardent, ça correspond un peu aux meilleures pratiques, et par ailleurs, c'est pas con, parce qu'effectivement, financer un projet, c'est d'autant plus crédible si le projet tient la route. Donc se donner les moyens à la fois d'évaluer si son projet tient la route, mais surtout de piloter le succès entre l'idée et sa réalisation, c'est évidemment une approche tout à fait cohérente. Entre le succès et l'échec, il y a pas mal évidemment qu'il y a l'attitude, le mindset, hein, je vous invite à réfléchir là-dessus. Voilà. Pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo, je vous invite vraiment à faire votre homework, à réfléchir votre propre projet. Est-ce que vous êtes capable de le décrire en quelques mots? Quel est le pain du client? Comment le client fait-il aujourd'hui? Quels sont les concurrents, les substituts?
on a vraiment tendance à être trop vite content hein, de son homework. Moi, je pense que vous devez vraiment aller, vous devez chercher des chiffres, vous devez comprendre le marché, vous devez très très bien comprendre l'insatisfaction. On dit toujours no pain, no gain. Hein. Voilà. Et pas no pain, no tartine. Hein. Ça, c'est une belle blague. Et surtout, bien comprendre quels sont vos points forts. Il ne suffit pas d'identifier un problème, il faut également être relevant. Si moi je vous dis que le futur de la chirurgie du cerveau, c'est l'utilisation de la robotique, je peux de manière passionnée vous convaincre qu'il faut investir dans ma start-up BenRobot. À un détail près, c'est que je ne suis ni médecin ni neurochirurgien et que je suis totalement non pertinent et non relevant. Alors autant ça semble évident que des personnes incompétentes dans des domaines scientifiques ne sont pas les bonnes personnes pour mener les projets, autant curieusement dans le monde des startups, on ne trouve pas anormal que quelqu'un qui n'y connaisse rien, mais juste la bonne idée, beaucoup de gens disent « Ah bon, c'est formidable, il a une bonne idée, il peut y aller Pensez ce que vous voulez, mais moi personnellement, je pense que si on est incompétent dans un domaine, bon, il y a des domaines plus simples à aborder que d'autres, on n'est pas capable de mener à bien le projet. Et donc ça, c'est vraiment une réflexion. Si vous pensez à un projet, pourquoi pensez-vous que vous êtes la bonne personne ou avez-vous constitué la bonne équipe hein, dans laquelle l'ensemble des compétences sera mis en place? Voilà, ça c'est un élément absolument clé. Il faut également pouvoir pitcher rapidement son projet. Okay. Alors il y a plein de formats de pitch, et on reviendra, je pense, dans la 8e vidéo sur la notion de pitch long pour investisseurs, mais en tout cas, très très vite, vous devez pouvoir pitcher en 30 secondes. Le pitch en 30 secondes, en gros, ça doit donner envie d'en savoir plus. Alors, faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose une méthode style babysitter.eu. Voilà, le nom c'est quoi? C'est un site web, il faut dire ce que c'est, qui s'adresse à qui? À des parents bilingues, par exemple, le pain qui cherche un babysitter en dernière minute, ça c'est le souci, dans leur région, et en quoi est-on unique? Ben parce qu'on certifie nos babysitters et les parents sont abonnés. Alors les parents sont abonnés, ça donne une idée du business model. Okay. Autre exemple, Harley-Davidson, hein, c'est un fabricant de motos, ça tout le monde a bien compris, mais ça s'adresse à des motards sur leur tour, des quadras, des quêtas, des femmes, dont l'objectif en moto, c'est pas tellement de rouler en moto, désolé s'il y en a qui roulent en Harley parmi vous, mais c'est le goût de la liberté. Alors, plus qu'une moto, Harley-Davidson propose un way of life et une communauté. C'est dans cela qu'Harley-Davidson est unique. Et le business model d'Harley-Davidson, c'est de gagner de l'argent sur les motos, pas mal, hein, ce ne sont pas bon marché, mais aussi sur le fort merchandising qui va avec. Alors on voit qu'Harley-Davidson, ça n'a rien à voir avec BMW, une moto de qualité, ou rien à voir avec Honda, le bon compromis, ou rien à voir avec Ducati, des machines sportives, etc. Donc on voit qu'en 30 secondes, on est vraiment capable de positionner, de donner envie et de fournir l'information essentielle. On pourrait continuer. Ikea conçoit, fabrique et distribue des meubles pour qui? Pour le plus grand nombre, dans la recherche d'un design et d'un prix. En quoi est-ce qu'ils sont uniques? Parce qu'ils fournissent des pièces standards. S'ils utilisent des pièces standards et ils sont fournis en kit, et le business model, alors ça, je vous y avez déjà réfléchi, mais vient de l'optimalisation de la production et surtout de la vente. Chez Ikea, vous n'achetez pas les meubles qui sont exposés. Vous voyez des meubles exposés et le même meuble existe en dizaines ou centaines d'exemplaires dans un stock en dessous. Ça, c'est révolutionnaire. C'est ça qui a fait la révolution Ikea. C'est le fait que vous n'achetez pas le meuble exposé, vous visitez, vous avez une expérience Ikea, puis vous achetez un truc qui est dans le stock. Voilà. Alors, la passion demande de l'enthousiasme. Hein, donc, voilà, je vous ai un peu noyé avec différentes choses. C'est évidemment Turn is yours, c'est à vous maintenant. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver dans la seconde vidéo ou lors de nos workshops physiques. Ceci conclut la vidéo d'introduction, la première vidéo d'introduction du Ready to be Invested Program. 8 autres vidéos suivent. On va évidemment développer en détail
les différents sujets. Premier temps sur l'assessment en quelque sorte de votre projet et deuxième temps sur l'écriture du plan d'affaires qui doit vous permettre de lever les fonds auprès d'investisseurs. À bientôt.